Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Campagne agricole 2019-2020, où en sommes-nous? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et pour inviter, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Traoré, il est directeur national adjoint de l'agriculture. Mamadou Lamine Koulibaly, il est paysan. Daba Koulibaly, il est de l'association Djogoni Maya. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, je pose cette première question à vous, monsieur le directeur. Alors, comment se porte aujourd'hui la campagne agricole? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Amadou Cheikh Traoré. D'abord, j'apporte un petit rectificatif. On n'est plus dans la campagne agricole à cheval sur 2 ans. On est plutôt dans la campagne agricole 2019. 2019, compte tenu de certaines réalités qui sont liées un peu à l'exercice budgétaire. Donc, avant, on était effectivement... C'était campagne 2018-2019, mais à partir de cette année, on est uniquement dans la campagne agricole 2019. Alors, merci donc on va commencer à intégrer ça doucement. Voilà, donc cette campagne, comme vous le savez, a démarré un peu difficilement, compte tenu de l'installation tardive des pluies. Donc je pense que ça a été général sur l'ensemble de nos zones. Donc, les pluies se sont installées. Bon, il y a eu quelques grandes pluies après des interruptions. Donc les pluies ont commencé à être irrégulières et bien réparties dans l'espace et le temps à partir de la deuxième décade du mois de juillet. Donc c'est à partir du mois de juillet, surtout la deuxième décade, qu'on a commencé à installer effectivement les cultures. Donc en termes d'emblavure, c'est-à-dire des objectifs prévus en termes de culture, on peut dire que toutes les superficies qu'on avait prévues ont pu être cultivées. On n'est pas encore dans l'évaluation parce que c'est tout un processus. Donc on a 2 objectifs, c'est les objectifs en termes de superficie et les objectifs en termes de production. Pour le moment, on ne peut pas parler de production parce qu'on n'a pas fini, les récoltes ne sont pas finies, comme les producteurs le savent, mais quand même, on sait combien de superficies ont été enclavées. Les objectifs à ce niveau sont vraiment atteints. Donc, les difficultés de départ, comme je l'ai dit, on l'a eu peut-être un peu avec certaines céréales, et un peu avec le coton aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que pour le moment, le résultat est satisfaisant. Hein? Oui, le résultat est satisfaisant, Vraiment, sur les cultures, c'est satisfaisant. Toutes les superficies qu'on avait prévues en termes d'emblavure ont été cultivées. Alors, monsieur le directeur estime que le résultat est satisfaisant. On va avoir l'avis de Mamadou Lamine Koulibaly, qui est paysan. Alors, Mamadou Lamine Koulibaly, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis bien avec vous. Alors, quel est votre avis par rapport à ce résultat obtenu? Bon, avant de commencer, je tiens à saluer tout le monde. Avant de commencer, je salue tout le monde. Bon, moi, je pense que l'appréciation du collègue est nette, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un retard dans l'excavation des pluies. Après, je pense que la pluie s'est bien installée, et la répartition également n'était pas du tout mal. Bon, et puis, il faut dire, c'est l'étalement de la pluie jusqu'en octobre. Ça, c'était vraiment, on ne pouvait pas tout le prévoir. Mais quand même, ça a été très important, étant entendu quand même que dans certaines localités que je connais, moi, je parle de mes expériences, c'est qu'il y a eu des installations en retard. Mais avec l'étalement de la pluviométrie, je pense qu'aujourd'hui, dans certaines zones, à savoir la zone de Bougoula, la commune rurale de Bougoula, puis vers la zone de Sélingué, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que pour le maïs, ça c'est déjà OK, parce que c'est clair, les maïs sont bien en position. Pour les maïs, quand même, la récolte est faite, et je pense quand même que là, c'est sûr quand même qu'il y a une production suffisante. Bon, par rapport au mil sorgho, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a plus de peur que de mal, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on crée
comment dirais-je, un déficit, mais avec les tout gériens, les tout gériens à l'usage, je pense quand même qu'aujourd'hui, je pense quand même que la campagne est bien, on pourra vraiment obtenir le résultat escompté. Alors, je me retourne vers vous, Daba Koulibaly. Vous êtes de l'association Djogoni Maya et les questions agricoles vous intéressent beaucoup. Quel est votre regard par rapport aux résultats obtenus? Bon, les résultats obtenus, bon, dans tous les cas, je ne suis pas agronome. Je suis un ingénieur en hydraulique, spécialement en irrigation. Les pluies ont été tardives, c'est vrai. Mais le fait que ça se prolonge encore, ça, c'est pas mal. En octobre déjà. Donc, ce qui est important, c'est la répartition spatiale de la pluie. Parce que, comme vous le savez, il peut pleuvoir, par exemple, dans un quartier à Bamako, ici, il ne pleut pas de l'autre côté. Donc, je suis professeur d'université, j'enseigne à Ségou. Je suis venu de Ségou l'autre jour seulement. Et quand j'arrivais, en tout cas, il y a quelques 2 semaines, il ne pleuvait pas à Ségou. Bon, bien sûr que Ségou est une zone un peu caractéristique. N'est-ce pas? Les sols sont tels que les récoltes mûrissent, ont une maturité précoce. Ça, c'est vraiment spécifique au sol de Ségou. Mais dans le cadre général, cette répartition, si elle était régulière, il n'y a pas de problème. Parce que les spécialistes l'ont dit que ça va bien. Tout de même, cette considération, elle est importante aussi. Parce que les cultures ciblées sont des espèces qui, bon, bien sûr, qui vivent comme nous tous, nous vivons de l'eau. Mais il y a des périodes où la demande est indispensable. C'est par exemple à la floraison. Quand la pluie manque, on peut manquer les récoltes. Et au semis, à l'installation aussi. Si vous reprenez 2-3 fois le semis, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas faire de bonnes récoltes. Donc tout ça là sont les variables qui sont là, n'est-ce pas, qui est spécifique à la zone et à la hauteur de pluie que cette partie reçoit. Et il n'est pas dit que que cette répartition est régulière. Elle n'est pas tout régulière. Alors, au début de votre intervention, vous avez mis l'accent sur un phénomène en lien avec la question des répartitions des pluies. Ça plaît par endroits et d'autres endroits, ça ne plaît pas. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Bon, il faut dire que c'est un phénomène, on dirait, météorologique. Il y a des aspects qui connaissent la pluie. C'est porté dans le ciel par les nuages. Et selon la position du nuage, n'est-ce pas, et les conditions climatiques comme la vitesse du vent, n'est-ce pas, la pluie, on peut par exemple prendre un cas, les pluies artificielles. On peut vouloir faire tomber de la pluie à Bamako, mais dans tous les cas, il faut bien mesurer. Parce qu'auquel cas, vous allez le trouver au Burkina. C'est possible. Donc, si vous voulez, c'est des phénomènes météorologiques qui, généralement, dépendent beaucoup plus des facteurs de la météo. Donc, les conditions de vitesse de vent, la charge en molécules d'eau des nuages, n'est-ce pas? Donc, les conditions atmosphériques, n'est-ce pas, déterminent cela. Et en bon musulman, on dit que c'est vraiment la volonté divine, quoi. Parce qu'il pleuve ici aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui sait quelle quantité d'eau il va envoyer. Voilà. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai que les activités continuent encore, hein, mais quels étaient vos objectifs fixés au début? Oui, par rapport à cette campagne? À cette campagne, nous visons en fait 1 million, un peu plus de 11 millions de tonnes de céréales. Ici, quand on dit céréales, nous, on a ce qu'on appelle les céréales principales. Les céréales principales, c'est le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le fonio et le blé. Ça, c'est la culture principale, les céréales principales. Pour ces céréales, nous visons 11 millions de tonnes. 11 millions, si vous voulez plus précisément, 11 126 000. Donc, pour avoir ces 11 126 000, il faut un certain nombre de superficies, n'est-ce pas, qu'on répartit entre ces différentes cultures. Si on prend le riz, par exemple, il y a plusieurs systèmes de riziculture. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce qui était important pour nous, c'était la régularité des pluies et leur bonne répartition dans l'espace et dans le temps, comme le disait tantôt le doyen. Mais qu'à cela ne tienne, il faut reconnaître que ce démarrage difficile n'a pas favorisé l'installation rapide de certaines cultures. Donc on était vraiment inquiets,
Et on se demandait si la pluie va continuer jusqu'en octobre. Donc, parce que c'est semi-tardif, pour que ces cultures puissent boucler leur cycle, c'est semi-tardif, on a besoin de l'eau, surtout au mois d'octobre. Donc, Dieu merci, au mois d'octobre, on a eu quand même quelques pluies et jusqu'à présent, il continue à pleuvoir. Mais ça, quand même, si ça continue, c'est sûr que ça va poser quelques problèmes, surtout au niveau du coton. Donc là, on va dire qu'il y a les semis quand même précoces, les gens qui ont pu s'aimer tôt selon les zones, parce que certaines zones, comme disait le doyen, ont reçu très tôt les pluies, ont pu s'aimer. Donc ça veut dire que ces cultures sont quand même presque en phase de maturation, il faut les récolter. Par contre, les semis intermédiaires, c'est-à-dire ni précoces ni tardifs, donc ont besoin quand même un peu d'eau pour boucler, ainsi que les semis tardifs. Donc à ce niveau, je pense que pour le mil, le sorgho et même par endroit pour le niébé, ce problème est presque réglé parce que les dernières pluies vont vraiment aider les cultures à boucler leur cycle. Bon, il y a eu quelques cas d'inondation, il y a eu des pertes de superficie liées peut-être à d'autres facteurs, mais nous sommes en train de faire le point. Ça ne compromet pas du tout les récoltes, mais c'est le plus souvent, ça se passe dans des zones où on est habitué un peu à ça. Donc on prend souvent les dispositions. Alors, Mamadou Lamine Coulibaly, alors vous qui êtes paysan, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les objectifs qui ont été fixés justement par les autorités du Mali alors sont réalistes? Est-ce que vous estimez que c'est possible que ces objectifs-là puissent être atteints? Oui, je dirais oui, parce que, comme il l'a dit, moi je pense quand même qu'il y a eu des séquences de semis. Les premières séquences, ça c'est les gens qui ont fait des semis précoces. Il y a eu des intermédiaires et il y a eu également des semis tardifs. Bon, maintenant, ce qui peut être posé comme problème, ça c'est les céréales à cycle très court. Par exemple, si je te dis, parce que c'est clair, les cycles de production des céréales ne sont pas les mêmes. Il y a des céréales précoces et des céréales qui ne sont pas précoces. Donc, pratiquement, les céréales qui arrivent toujours maintenant à boucler leur cycle dans la pluie, ça pose problème. Ça va poser problème. Par exemple, si tu prends tout cela, des variétés les variétés de l'arachide. Ceux qui ont fait le tigaba, par exemple, le tigaba, ça c'est des variétés assez longues. Là, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont fait les calosabali, là, bon, moi je pense quand même, si immédiatement, là, si les gens ne sont pas dans les prédispositions de faire les récoltes, ça va poser des problèmes. Ça, comme ça, c'est indéniable. Et puis, je suis d'accord avec M. Traoré lorsqu'il parle du coton. Parce que dans certaines zones, ils sont déjà en récolte, mais il y a dans certaines zones encore, ils n'ont pas commencé à récolter. Donc, ceux qui sont déjà physiologiquement matis, donc pratiquement, il faut les récolter incessamment. Sinon, avec les pluies, ça va détériorer la qualité. Donc, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, comme l'a dit, moi, en tout cas, ce qui est clairement sur la répartition spatiale, comme il a dit sur le doyen, moi, je pense quand même qu'il y a l'accès induit par l'homme, mais il y a des actions naturelles également qu'il faut en tenir compte. Parce que dans tous les cas de figure, on sait quand même que si tu parles les isorettes, pratiquement, quand les zones ne sont pas dans les mêmes isorettes, donc pratiquement n'ont même pas, n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes, les mêmes besoins en eau. Donc par conséquent, en fonction de cette écologie, je pense quand même que les paysans également en son temps, les paysans également sont adaptés à leur écologie. Donc, ils savent quand même qu'aujourd'hui, dans ma localité, il n'y a pas assez de pluie. Donc, par conséquent, il faut travailler sur la précocité. Vous comprenez bien. Mais aujourd'hui, quand même, il peut y avoir des maldonnes dans certaines localités. Parce qu'effectivement, on n'avait pas prévu quand même que la pluviométrie allait déborder jusqu'en octobre. Donc, c'est pour dire que pour certains qui sont tardifs, ça les arrange. Pour certains qui sont précoces, ça les dérange. Il y a cette action de chasse-là. Mais dans tous les cas, si tu fais une analyse objective, je pense quand même que les gagnants sont plus nombreux que les perdants dans cette situation actuelle. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Coulibaly. Avant de revenir à vous encore, je pose cette question à Daba Coulibaly.
Quel est votre avis par rapport aux objectifs visés par le ministère de l'Agriculture? Bon, je crois que c'est des spécialistes. Hein. Ils sont dans leur mission. On ne peut que vraiment prendre cela comme un objectif crédible. Bon, en tout cas, dans tous les cas, ce qui est important, c'est donner à manger à tout le monde. La question maintenant, est-ce que cet objectif permet, n'est-ce pas, de donner à manger à tout le monde? Est-ce que tous les Maliens peuvent manger avec cela? Voilà, c'est juste la question, parce que ce qui est sûr, en riz, les importations continuent, hein, n'est-ce pas? En riz. Bon, les céréales, peut-être, je ne sais pas, ils peuvent mieux parler de cela. Oui, c'est vrai, on va revenir sur les questions de sécurité alimentaire. Voilà, mais je vais revenir encore à Mamadou Koulibaly. Et généralement, on entend justement des plaintes venant des paysans. Alors, par rapport à la question des disponibilités des intrants agricoles. Alors, est-ce que ces questions se sont posées alors cette année? Bon, moi, je sais que dans tous les cas, personne n'a la solution à ce problème d'intrants-là. Parce que dans tous les cas, si tu prends les subventions ne coulent pas les 100%. Donc c'est jusqu'à preuve contraire, c'est certains qui ont accès, il y a d'autres qui n'ont pas accès. Donc là, comme ça, c'est une évidence. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème d'engrais, le problème d'accessibilité est posé partout, tu vois. Soit l'engrais est cher, soit la disponibilité n'y est pas, soit l'engrais est loin des consommateurs. Donc forcément, ce sont les efforts qui apparaissent partout. Ou soit l'acquisition pose problème. Donc moi, je pense que M. Traoré est bien indiqué pour évoquer ces problèmes parce que c'est des problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est une réalité. Oui, non, on voudrait savoir si les problèmes s'étaient déjà posés. Alors maintenant, je vais me retourner contre vous, monsieur le directeur. On a l'occasion d'avoir la direction de l'agriculture avec nous. Alors, certains paysans estiment que ces questions par rapport aux intrants agricoles ne peuvent pas être résolues. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ils disent que ce sont des questions qui ne peuvent pas être résolues. Non, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que si on fait un peu l'historique, ce processus, on était dans l'initiative RIS, ça a commencé en 2008. En 2008, si vous faites un constat, la production agricole n'a fait qu'augmenter. Et quand cette planification se faisait en 2008, on s'était fixé des objectifs, donc avec l'initiative RI. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans la subvention des intrants. Mais il faut reconnaître que d'année en année quand même, si vous voyez l'année dernière, on était à 10 millions. On a atteint 10 millions de tonnes de céréales. Donc cette année, on projette. Donc la production n'a jamais baissé. Donc ça veut dire qu'effectivement, même si on n'a pas tous les chiffres, toutes les évaluations, toutes les données qu'il faut, ce qui est sûr, ça a quand même boosté la production. La production céréale a augmenté. Bon, maintenant, il faut comprendre aussi que la subvention, c'est un appui de l'État. Ce n'est pas pour prendre tout ce que les besoins de toutes les superficies en intrants ou en engrais, si vous voulez. C'est vraiment appuyer les producteurs pour qu'ils puissent avoir une partie d'engrais et l'autre partie, eux-mêmes, ils s'en occupent. Donc, ce n'est pas une obligation, justement. Non, c'est l'État. Voilà, c'est l'État appuie. Je ne parle pas d'obligation, mais j'ai dit que c'est un appui. L'État apporte un appui aux producteurs pour les faciliter, effectivement, la fertilisation, parce que nous savons aussi que nos sols sont un peu pauvres. Donc, d'année en année, ces sols sont pauvres. Ça a besoin quand même d'intrants si on veut augmenter les rendements. Quand on comprend comme ça, peut-être c'est plus facile. C'est vraiment un appui que l'État. Maintenant, le mécanisme, comment distribuer, l'État fait ça avec beaucoup de partenaires. Donc, c'est différents partenaires qui sont engagés dans ça. Donc, chacun à son côté doit mettre du sien pour que ce travail puisse bien se faire et que chaque producteur qui a droit à cet intrant puisse avoir la quantité qu'il faut pour sa parcelle, mais pas en totalité, parce que l'autre moitié presque est pris en compte par le producteur lui-même. Mais que comptez-vous faire concrètement pour que cette question puisse être résolue puisque ça revient de façon récurrente quand même. Moi, je n'ai pas cette question. Moi, je suis plutôt technicien, donc je parle en tant que technicien, mais je pense que ces questions de subventions sont gérées ailleurs. C'est pourquoi permettez-moi de ne pas trop entrer dans ces détails. Nous sommes quand même dans le plan de campagne.
2019, comment ça se met en œuvre. Nous avons dit que tout le monde a pu installer ses cultures. Donc nous espérons aussi, il y a espoir avec les dernières pluies, mais je ne voulais pas trop m'aventurer sur des questions d'intrants parce que c'est vraiment traité ailleurs, quoi. Alors Demba Coulibaly, vous qui êtes Demba Coulibaly, disons, vous êtes de l'association Djogoni Maya. Alors quel est votre avis par rapport à ces questions d'intrants qui se posent quand même chaque année? Chaque année. Est-ce que l'État a les moyens de sa politique? Bon, justement, l'État a les moyens de sa politique, ça c'est une grande question. Dans tous les cas, il faudrait voir l'aspect centralisation qui pose problème à notre avis. Parce que dire qu'il faut centraliser tout à Bamako ici et faire le dispatching, ça ne colle pas. Il faudrait revoir, si vous voulez, cette façon, si vous voulez, d'encadrement du monde paysan. Que l'encadrement soit encore beaucoup plus proche du paysan, que dans tous les cas, pour les besoins en intrants agricoles, que l'on descende encore à la base, que les gens soient responsabilisés. Mais si on dit, OK, il faut tout décider ici, le temps même des frais d'approche, ça coûte cher. Parce qu'il faudrait amener d'abord à Bamako, ensuite repartir, encore, non, c'est compliqué. Donc nous, si vous voulez, au niveau du réseau Djogoni Maya, nous, dans tous les cas, nous sommes dans le dispositif de cette organisation territoriale. Et là, il faut... En quoi consiste justement cette organisation Cette organisation territoriale, si vous voulez, c'est... N'est-ce pas, c'est en fait, les collectivités vont être installées à partir de la région, n'est-ce pas, où les régions vont être dirigées par des organes élus au suffrage universel direct parmi les populations résidentes. Et en fait, Koulouba, dans tous les cas, va être l'État central, mais les régions vont être des États-régions. Là, c'est... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de politiser l'agriculture, les questions agricoles? Non, en ce moment... on va jusqu'à élire des représentants. Oui, ça dit qu'il n'y a pas question de politiser parce que c'est le suffrage universel direct. On ne s'inscrit pas sur une liste de partis politiques. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas dit que le politique n'a pas son rôle. Le politique est toujours là. Mais l'État, dans tous les cas, est là aussi. Mais les fonctions vont, n'est-ce pas, différer. Et la responsabilité des gestions des affaires revient aux régions. Et donc, tout ce qui est, n'est-ce pas, la gestion de la production revient aux régions. Et je crois que vraiment, ça va alléger beaucoup la gestion des affaires publiques. Alors, Mamadou Lamine Coulibaly, vous venez d'écouter les propositions du réseau Djogoni Maya. Alors, que pensez-vous de ces propositions-là? Est-ce que vous estimez qu'elles peuvent être des alternatives par rapport aux difficultés? Je pense que avant de répondre à cette question, je reviens sur une question, sur une affirmation. Je pose la question à M. Traoré. Est-ce que l'augmentation progressive de la production dépend que de l'engrais? Voilà. Non, c'est une bonne question. Je vais réagir. En tant que technicien, c'est plusieurs facteurs qui concourent à ça. C'est beaucoup de facteurs. Non, je vais juste enchaîner pour que... Oui. C'est vraiment, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais l'intrant, la fertilisation compte. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y en a beaucoup. Vous êtes agronome, vous savez ce que je suis en train de dire. Mais je voulais simplement souligner l'aspect appui en intrants, parce que le constat, c'est que les intrants coûtent cher et nous sommes dans la vulgarisation des engrais organiques depuis longtemps. Donc, il faut agir sur plusieurs leviers à la fois pour maintenir le rendement. Il y a les questions d'équipement agricole. Il y en a plusieurs facteurs. Pour avoir un bon rendement, c'est vraiment plusieurs facteurs qu'il faut mettre ensemble. Alors, donc, ce n'est pas seulement les engrais. Alors, Mamadou Lamine, vraiment, essayez de donner votre avis cette fois-ci par rapport aux différentes propositions d'Abba Coulibaly. Oui, moi je pense quand même qu'aujourd'hui, si tu vois un peu l'image du Mali, lorsqu'on venait à la décentralisation, tout ça, c'était des aspects qui devaient être pris en compte. Parce que moi, je pense que moi, je suis entièrement d'accord avec le développement sectoriel. Moi, je ne vois pas de problème.
Mais comment ça va se passer? C'est là la question. C'est là la question. Parce que le problème qui est posé, c'est qu'au niveau du pays, au niveau du Mali, là, le problème n'est pas le chemin, mais le problème, c'est l'homme. Tout ce chaos auquel on est confronté, c'est l'homme. Donc moi, je pense qu'avoir un bon chemin, un bon plan, comme il a dit, il y a l'intelligence de beaucoup de personnes. Donc c'est le faux problème réellement. Donc c'est pour vous dire que c'est pas le chemin qui est posé comme problème. C'est l'homme qui est posé comme problème. Donc moi je pense que l'État central doit disparaître. Là je suis actuellement d'accord que l'État central doit disparaître parce que c'est clair, l'État central doit avoir comme mission tout ce qui est orientation, tout ce qui est contrôle. Moi, je pense quand même que ça, ce sont des missions régaliennes. Moi, je pense quand même que l'État doit s'en tenir à ça. Et puis décentraliser dans les régions toutes les activités de production. Ok, merci. Moi, j'adhère à leur point de vue, mais moi, je pense quand même que comment y parvenir? Oui. Il y a quelques mécanismes à mettre en place pour que ce que nous connaissons aujourd'hui ne soit pas répliqué les jours à venir. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, M. Koulibaly. C'est la question qu'on va poser justement à M. Traoré. Les propositions qui ont été faites par le réseau Djogon Maya, est-ce qu'elles sont faisables, elles sont réalistes? Oui, mais moi, peut-être, je ne sais pas si ça rentre trop dans notre débat, mais je voulais passer... Oui, puisque c'est des questions qui concernent les intrants agricoles. Non, voilà, mais j'arrive parce que nous, au niveau de chaque région, notre structure est déconcentrée. Au niveau des régions, on a ce qu'on appelle les directions régionales. Au niveau des secteurs, on a les secteurs d'agriculture. Au niveau des arrondissements, on a ce qu'on appelle les sous-secteurs. Il y a les différents agents de base. Donc nous couvrons déjà l'ensemble du territoire. Bon, c'est vrai que le territoire, il est vaste. Donc, il faut un encadrement plus rapproché. Ça prend beaucoup de moyens, que ce soit en moyens logistiques, etc., etc. Donc, on arrive à assumer cette mission comme il faut. Donc, c'est pourquoi au Mali, d'année en année, en tout cas, il y a depuis combien d'années, on est dans cette stabilité quand même. Je vais dire cette progression en termes de production avec les céréales. Donc, ce qui fait quand même, il n'y a pas de famine au Mali. Là, on peut le dire. Donc, il y a des excédents qui sont dégagés par rapport à la production des céréales et par rapport, de façon générale, à la production végétale. Donc, il y a vraiment, même si quelquefois il y a des poches de sécheresse par-ci, par-là, liées à des calamités, on arrive quand même à avoir ce qu'il faut pour répondre aux besoins en nourriture, entre guillemets, des Maliens. Alors, M. Traoré, je vais rester avec vous. Il y a une autre question qui concerne les questions agricoles, qui est d'ailleurs une question d'actualité. Oui. Alors, ça se passe de l'autre côté des Nioro du Sahel. Donc, des oiseaux granivores seraient en train de ravager des champs à Nioro. Alors, que peut-on comprendre justement de cette situation? Oui, ça, c'est la bande sahélienne. C'est fréquent. Il y a même une mission qui est là-bas. Le chef du département, le ministre, est à Nioro pour ces questions. Je crois qu'ils sont en train de prendre toutes les dispositions là-bas avec les services techniques indiqués. Donc je pense que la situation est en train d'être maîtrisée. Mais ça arrive chaque fois qu'il y a des irrégularités dans les pluies, chaque fois qu'il y a des choses comme ça, les oiseaux, comme on le dit, c'est les oiseaux granivores qui se nourrissent de grains. Donc la bande sahélienne fréquemment est dans cette situation. Je pense que la situation est en train d'être maîtrisée. Maintenant, c'est des services techniques qui vont travailler. Le ministre, le chef du département est sur le terrain. Peut-être on va attendre le retour de la mission pour voir comment la situation se passe. Est-ce que ce phénomène c'est une des rares fois que ça arrive ou bien c'est une situation connue du Mali? Bon, ça arrive. Bon, il y a des années où c'est pas très, très intense, mais ça peut arriver si les oiseaux, quelque part, n'ont pas... Parce que les pluies ont été déficitaires à un moment donné dans la zone. Donc les oiseaux vont se rabattre sur les cultures céréalières. Ça arrive. Peut-être une dernière question là-dessus. Est-ce que cette situation peut avoir des conséquences par rapport aux productions agricoles? Non, c'est des cas isolés. C'est seulement... si je dis seulement, cela ne veut pas dire que ce n'est pas grave pour ces populations. C'est grave, mais par rapport à la couverture territoriale, c'est le cercle de Nioro. Et je pense que ça ne concerne que quelques villages du cercle de Nioro, donc la bande sahélienne.
Donc ça va affecter sûrement le cercle de Nioro, mais ça ne met pas du tout en cause les objectifs visés par la campagne agricole. Alors, d'abord, Koulibaly, vous êtes à Bamako, mais c'est sûr que vous suivez l'actualité et que vous avez suivi cette actualité qui se passe à Nioro du Sahel. Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à cette situation? Bon, je pense qu'il faut s'inquiéter, parce que dans tous les cas, comme il l'a dit, l'évaluation est en cours, jusqu'où l'impact y est. Et aussi, quand on dit qu'il n'y a pas de famine au Mali, ça se discute. Parce que dans tous les cas, le Mali est vaste. Il y a beaucoup de zones, comme il a dit, la bande sahélienne, c'est beaucoup d'inconnus. Et compte tenu, si vous voulez, toujours de la probabilité, parce que les déclarations de rendement, c'est de la probabilité. Ça peut se réaliser, mais dans tous les cas, c'est objectif. Et aussi, la disponibilité n'est pas égale à l'accès. Ces zones qui sont très éloignées, comment ils vont avoir accès, n'est-ce pas, à ces céréales-là? Même si la quantité y est, il y a le problème d'accès qui se pose. Donc, on doit s'inquiéter. Alors, avant de continuer sur le directeur voudrait dire un mot sur la question oui, je voulais réagir rapidement à ça. Ça veut dire que chaque année, nous, on va faire la situation. Je l'avais dit au départ, si j'ai dit qu'il n'y a pas de famille, il y a toujours des poches de sécheresse. Je veux dire, on va évaluer les superficies perdues. Ça peut être suite à quoi? À des sécheresses. Ça peut être à des calamités naturelles. Ça peut être à des attaques comme les oiseaux et autres choses. Maintenant, on va évaluer ces superficies perdues. Je pense qu'il y a des services spécialisés. Il y a également ce qu'on appelle le système d'alerte précoce. Il y a le commissariat à la sécurité alimentaire. Donc, en fonction de ces superficies perdues, en fonction du nombre de producteurs touchés qui sont enregistrés, l'État intervient à travers les partenaires techniques et à travers les services spécialisés à la matière pour apporter de l'appui à ces populations. Donc, les cas isolés vraiment sont pris en compte. Oui, merci. Si vous permettez, je peux terminer. Bien sûr, la crise, le centre. Est-ce que ces gens ont travaillé leur champ cette année? Okay, ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est réel. Comment pouvoir, si vous voulez, même ces populations... Qu'est-ce qui les empêche de cultiver leurs champs? La question sécuritaire. Oui, mais la question sécurité, il y a les tueries tous les jours, là. On est en train de dégorger les gens n'importe comment. Comment les gens vont rester chez eux? Alors, monsieur Dridje, comment comptez-vous prendre ces cas des régions du nord ou du centre? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est vrai, quand on prend la région de Mopti, c'est une partie de la région de Gao-Tombouctou. C'est vrai, il y a des zones, mais on a un système d'appui conseil. On travaille avec les producteurs relais ou bien les populations qui sont sur place, qui connaissent le milieu. Donc c'est vrai que dans certaines zones, on a déjà recensé certaines populations qui n'ont pas pu travailler sur les parcelles. Donc ça, c'est un peu vers la zone de Koro, un peu vers, en tout cas, vers certaines frontières. Je ne vais pas peut-être trop parler sur ça, mais ce qui est sûr, nous sommes en train de recenser tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès aux champs à cause de l'insécurité ou à cause du banditisme résiduel, pour voir éventuellement... Alors, M. Dridje, ceux qui n'ont pas pu avoir accès justement à leur champ à cause de cette situation d'insécurité, est-ce que cela peut avoir une incidence, un impact négatif sur vos objectifs? Ça n'a pas d'incidence, c'est juste, on a les superficies. J'ai dit, on n'est pas d'abord en évaluation parce qu'on n'a pas commencé les récoltes pour certaines céréales. Donc, il est très tôt, surtout les bandes, c'est beaucoup le mil, le sorgho et d'autres céréales. Donc, on n'a pas fait l'évaluation en termes de production. On est vraiment dans les superficies. Il y en a qui avaient commencé, mais qui ont quitté un peu, n'ont pas pu. Mais ce qui est sûr, c'est vraiment pas des grandes superficies, une fois encore, qui vont mettre en cause les objectifs de la campagne agricole. Donc, ça ne compromet pas nos objectifs, mais ce n'est pas des cas qu'on va négliger. On est obligé de les prendre en compte parce que c'est des producteurs, c'est des Maliens. Donc, s'ils ont des difficultés, il faut réfléchir comment les prendre en charge par rapport. Et c'est des producteurs. Donc, nous sommes là pour vraiment accompagner ces producteurs-là. On est en train de réfléchir à des solutions qu'on peut les apporter. Alors, je me retourne vers Mamadou Lamine Koulibaly, vous qui êtes paysan, vous qui êtes sur le terrain. Alors, est-ce que ce qui se passe à Nioro vous inquiète?
moi, ça m'inquiète. Parce que bon, je pense quand même que, quelque part, je ne dirais pas que... Est-ce que... on sait quand même que ça vient par moment. Mais pourquoi ne pas anticiper? Pourquoi ne pas anticiper? L'esprit d'anticipation doit exister logiquement. Il faut prévoir. Est-ce bien? Moi, je pense quand même que c'est ça. Ce qu'on peut éviter, on doit pouvoir l'éviter. Parce que c'est clair, tout le monde sait quand même que ça revient très souvent. Donc, par conséquent, moi, je pense quand même que, je dirais quand même quelque part, qu'il y a une négligence quelque part. Parce qu'on devrait pouvoir anticiper ça, je pense. Ça n'engage que moi. Hein. Ça, c'est ma façon de le voir. Je pense quand même qu'il y a le système alerte précoce. Donc, moi, je pense quand même que toutes ces institutions sont là pour pouvoir prévoir. Pour pouvoir prévoir tout ce qui est des dégâts. Donc, moi, je pense quand même que, de mon point de vue, là, le fait quand même qu'on n'a pas pu anticiper, on n'a pas pu prévenir à ça, moi, quand même, c'est ce qui me dérange, pour être objectif. Merci. C'est pas normal. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Donc, M. Traoré, c'est vous qui êtes interpellé une fois de plus. Et il y aurait un dysfonctionnement dans vos moyens d'alerte, dans vos moyens de... Oh oui. Non, qu'est-ce que vous avez à répondre? Il n'y a pas de dysfonctionnement. Et on a des services spécialisés pour ça. Il y a l'Office de la protection des végétaux qui est aussi déconcentré. Ils ont un service, une direction régionale à Caille. Il y a même des services locaux qui travaillent à ça. Mais il faut comprendre que souvent, ça prend beaucoup de moyens. Et il y a même des brigades qui sont organisées à cet effet. Donc, c'est quand même des choses qui arrivent. Je pense que la situation est maîtrisée. Peut-être à l'heure où je vous parle, j'étais en train de dire que les dispositions sont prises. Le chef du département est sur terrain avec l'ensemble des services techniques. Donc, c'est normal, ça. Mais les services sont sur place pour ça et ils veillent. Donc, c'est pourquoi ça ne dépasse pas souvent la bande sahélienne. Bon, même souvent, en zone office du Niger, ça arrive. Donc, on prend les dispositions et il y a des mesures préventives. Mais ça ne peut pas tout circonscrire. Donc, il faut mettre aussi dans un cadre de travail. Voilà. Alors, d'abord, Mamadou Lamine Koulibaly estime que les moyens de prévention de l'État dysfonctionnent des fois. Alors, quel est votre regard par rapport à ce je crois que c'est réel. Sujet. C'est réel, ce dysfonctionnement. C'est réel. Dans tous les cas, ce qui est important, il faut que les Maliens, en particulier ceux qui sont de l'administration, aient le courage de dire exactement comment les choses se passent. Nous, si vous voulez, on est tous Maliens, on sait, nous sommes tous du village. On sait les difficultés que les uns et les autres ont. Malgré, si vous voulez, cette représentation des structures de l'encadrement, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est les moyens même que ces gens disposent. Vous êtes, par exemple, à 200 km, je ne sais pas, même à 10 km d'un village. Tu n'as pas les moyens. Comment s'y rendre? Ça, c'est réel. Donc, ce dysfonctionnement est réel. La question, si vous voulez, c'est toujours de voir comment est-ce que nous pouvons prendre tout cela en charge. Et il faut nécessairement que les citoyens soient responsabilisés. Ouais. Et c'est important que les gens soient responsabilisés. Que l'État central, là, tout le problème, c'est ça. C'est à partir du moment où il décide comment pouvoir impliquer les gens. Parce que c'est sûr que si ce n'est pas cette forme organisationnelle, n'est-ce pas, qui fait que la prise de décision est compliquée. Le citoyen, comment il va pouvoir s'engager? C'est très important parce que c'est le premier acteur. Hein. On a beau vouloir décider à Bamako ici, ceux qui sont sur le terrain, s'ils ne sont pas impliqués, comment ça peut bouger? Donc je crois que vraiment c'est quelque chose qui est réel. Et dans tous les cas, c'est l'État, le centre. Quand on me dit qu'il n'y a pas de problème, c'est vraiment incompréhensible. Comment vouloir, pratiquement, c'est dans le delta, on peut dire. C'est une zone de production intense. Quand on prend le blé, c'est dans ces zones-là que l'insécurité existe. Comment les gens ont pu produire le blé? Comment ils ont pu faire leur agriculture? Les gens ne sont pas tranquilles, ils ne peuvent pas être dans le champ. Et si l'administration pense que ça n'a pas d'impact, moi c'est... Non, mais les gens les gens sont en train de produire. Bon, le blé, la question avec le blé, je pense que c'est autre chose.
C'est des zones, quand on prend la région de Tombouctou avec les périmètres irrigués villageois, je ne sais pas si vous vous souvenez, même récemment, il y a eu quand même combien de motopompes qui ont été données par différents partenaires. Les pives marchent, les maraîchages, non, les gens se produisent. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est un peu le suivi de toutes ces activités. C'est pourquoi nous, on dit, parce que souvent, les populations n'ont pas beaucoup de problèmes, mais c'est quand l'encadrement ou d'autres partenaires veulent aller voir souvent s'il y a problème. Peut-être à ce niveau, on a une façon de travailler. On a mis en place un dispositif qui permet quand même de suivre loin et de loin avec les populations qui sont sur place, avec des producteurs bien formés qui suivent un peu tout ce qui se passe et qui arrivent à nous fournir les statistiques. Mais je voulais aussi dire par rapport à ces pas calamités, par rapport souvent aux oiseaux granivores, même souvent aux criquets, tout ça. Vous voyez, c'est pourquoi on est avec le criquet, on a même une cellule, un centre national qui est ça, parce que c'est un dispositif sous-régional qu'on organise. Comme vous le savez, ça prend beaucoup de moyens. Ça prend beaucoup de moyens. Une fois que l'anidation est faite, une fois que les oiseaux commencent à s'installer, il faut beaucoup plus de moyens et il faut des interventions. C'est pourquoi je précise aussi que les communautés sont impliquées, parce qu'il y a des brigades. Il y a les brigades au niveau des villages qui veillent et qui informent les structures techniques, qui donnent toute l'information sur ces questions. Oui, alors, voilà, donc les communautés sont impliquées dans la recherche de solutions à des cas comme ça. Alors, monsieur le directeur, on va rester avec vous encore. On sait que vous travaillez beaucoup avec l'APECAM. Alors, on sait qu'un responsable important de cette structure est aujourd'hui en état d'arrestation. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur la campagne? Moi, je ne sais pas si j'essaie dans... Non, nous, on est plutôt en travail en termes techniques. Bon, on travaille avec beaucoup d'organisations, les fêtières, les trucs, mais je ne pense pas que je sois en mesure aujourd'hui de me prononcer sur de telles questions, parce que ça ne relève pas vraiment de ma compétence. D'accord. Alors, je pose la même question à Daba Coulibaly. Ouais. Est-ce que vous estimez que l'arrestation de ce responsable important de l'APECAM pourrait avoir un impact négatif sur la campagne? Bon, impact négatif, déjà la campagne est partie, hein, comme il l'a dit. On est en train d'aller vers les récoltes. Seulement, la situation ciblée, c'est toujours le dysfonctionnement de l'État central qui est là. Comment vous pouvez comprendre que le président de cette structure gère seulement au niveau de sa seule structure plus de 4 structures. Il y a l'interprofession coton, il y a le GIE, et le fonds de campagne paysanne, les 100 milliards qu'on remet chaque année pour payer les intrants, c'est décidé à ce niveau-là. Ça, c'est le dysfonctionnement clair des structures de l'État central. Alors, donc, dans tous les cas, ça n'aura pas d'impact parce que dans tous les cas, le coup est déjà parti. Les gens sont à la récolte. Alors, on va laisser à Mamadou Lamine Coulibaly l'occasion de dire son avis par rapport à cette question. Non, mais moi je pense même qu'il faut spécifier. Le président Bakary n'est pas dans cette situation par l'APECAM. Non. Il est dans cette situation par l'Union des producteurs de coton. Donc c'est pour dire que Bakary n'a pas mangé un rond dans l'APECAM. Non, moi je pense qu'il faut dissocier les deux structures. Bakary Tougola est le président de l'APECAM. Il est également le président de l'Union des producteurs de coton. Donc c'est pour dire qu'il a des chapeaux. Mais cette fois-ci, il n'est pas dans cette situation par l'APECAM, mais par
pas d'union. Merci Donc, beaucoup. moi, je pense que- Votre position, vraiment, le message a été très bien compris. Alors, c'est ça qui met fin à cette émission qui portait sur la campagne agricole 2019. Alors, nous étions avec Cheikh Traoré, il est directeur national adjoint de l'agriculture. Mamadou Lamine Koulibaly, il est paysan. Et Daba Koulibaly, il est du réseau Djogoni Maya. Alors, à la régie vidéo, il y avait Mamadou Keita, à la mise en onde de Nouhoum Djiré, à la présentation Ibrahim Aran Diallo, à la réalisation et coordination Mohamedou Touré. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.